à tous. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui ensemble dans le parc de Kolomenskoye. On en profite en ce jour ensoleillé de découvrir ce parc ensemble. Alors l'origine de ce parc est un petit peu complexe puisqu'on ne connaît pas vraiment l'origine du nom. Il y a deux écoles sur ce sujet. Il y en a certains qui estiment que le nom Kolomenskoye serait originaire d'un nom finnois pour dire qu'il s'agit d'un ancien cimetière ou alors un charnier. Voilà, ce serait soi-disant sur des bases de la langue finnoise pour parler d'un ancien cimetière ou d'un charnier au sud de Moscou. Alors, je n'ai pas pu retrouver des informations à ce sujet, mais d'autres personnes, eux, la deuxième école, affirmerait que en fait Kolomenskoye, en réalité, en fait c'est tout simplement des personnes qui seraient originaires donc de la ville de Kolomna, donc qui est une ville un petit peu partie donc de l'Anneau d'Or, et ce seraient des populations originaires de Kolomna qui auraient fui les invasions tataro-mongoles pour ensuite venir ici près de Moscou, se réfugier dans cette région et de construire un nouveau petit village qui reprenait le nom de la ville de Kolomna, donc Kolomenskoye. Et en Russie, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez remarquable de manière générale, c'est que tous les petits villages en Russie s'appellent Oye, Ovo. En général, c'est un assez bon indicatif pour rappeler que c'est un petit village. Donc Kolomenskoye, donc voilà, on le retrouve assez proche donc de Moscou, c'est au sud, comme je vous l'ai dit, et ça a été pendant très longtemps un village qui n'appartenait pas à Moscou, qui ne faisait pas partie du territoire de Moscou. Et en fait, il a été rattaché pendant la période de l'Union soviétique en 1960. Bon, c'est vrai que on ne peut pas parler d'un quartier très riche. C'est une région qui fait partie du sud. Et le sud de Moscou, en général, n'a pas forcément une très bonne réputation au niveau architecture et au niveau du contingent qui y habite aujourd'hui. Donc c'est un parc très très familial au sud de Moscou, très apprécié. Moi, c'est un des premiers parcs que j'ai découvert à Moscou. Et il faut savoir que ce parc est assez particulier dans le sens où on a énormément ici de cathédrales, de musées, de reconstructions, de palais d'époque. Et donc le parc Kolomenskoye, c'est tout un symbole puisque pour les personnes qui connaissent l'origine un peu les cultures russes et cultures slaves, ils connaissent un peu l'histoire de Saint Georges qui terrasse le dragon. Et ben en fait c'est ici, c'est dans ce parc, en fait c'est auprès des buts du parc justement que Saint Georges aurait gagné face au dragon. Et ce parc a été pendant très longtemps la propriété de Donskoy, le fondateur de Moscou. Et aujourd'hui c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi. Alors, une des églises vraiment très très populaire dans ce parc, il s'agit donc de l'église Gueorgui le Victorieux. Alors cette église qui est juste derrière moi, elle a la particularité, c'est que si vous voyez, donc elle est complètement en bois, et cette église a été construite au XVIIe siècle dans la région de Arkhangelsk. Et donc c'est ce qui explique un petit peu la structure, parce que vous voyez, c'est en bois, c'est très ancien et c'est assez typique de tous les bâtiments qui sont nordiques en Russie. Et elle est restée là-bas pendant un certain nombre d'années, et c'est que seulement en 2008 qu'elle a été déconstruite et transportée à Moscou. Alors je vous laisse regarder sur Google Maps si ça vous intéresse de voir où se situe Arkhangelsk et où se situe Moscou. Et vous allez voir ici, il y en a une deuxième église qui s'appelle Gueorgui le Victorieux. C'est en rapport justement avec Georg qui gagne face au dragon, donc on a beaucoup des éléments qui le rappellent ici, et également d'autres éléments qui viennent de la région d'Arkhangelsk qui ont été démolis, enfin déconstruits et reconstruits ici dans la région. Alors je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour du propriétaire. On va peut-être pas visiter à l'intérieur, mais que vous puissiez avoir une petite vision de ce bâtiment qui est juste derrière moi. Allez, on y va. А ты понятно появилась. Бери велик, давай подъезжай и сходим туда.
Alors franchement c'est assez incroyable de voir ça puisque vraiment on voit vraiment le travail qui a été fait au niveau du bois parce que même le toit de cette église est complètement fait en bois. C'est vraiment du bois qui a été vraiment très finement découpé, il y a vraiment beaucoup de détails et il faut savoir que cette église, comme je dis, c'est du XVIIe siècle. Alors peut-être que les rondins de bois qu'on a vus qui construisent, qui font les fondations de l'église, peut-être pas du XVIIe, peut-être qu'ils ont été restaurés au fur et à mesure, mais il faut savoir que beaucoup de ces églises, comme c'était les constructions de base de la Russie, toutes les constructions étant en bois, soit étaient victimes d'incendies, soit étaient victimes un peu des ravages du temps ou des différentes guerres et donc ont disparu. Donc c'est assez exceptionnel de pouvoir retrouver ce type d'église dans de tels parcs à Moscou et que ça soit disponible à l'heure actuelle. Alors ça y est, on est sur les hauteurs du parc. On est sur la partie la plus haute du parc de Kolomenskoye. On va dire qu'on est arrivé à survivre à la traversée du parc parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la Russie. Et donc il y a pas mal d'enfants ici, pas mal de voitures qui passent à droite à gauche, donc c'est plus une étape de survie que d'autres choses pour arriver, on va dire, à cet endroit. Et là on va passer enfin aux choses sérieuses. On va passer enfin aux choses sérieuses puisque là on arrive vers la porte Spasskaya. Alors je vais vous la montrer. Donc là, comme je vous dis, on passe aux choses sérieuses parce que là on rentre dans la cour du tsar, ici. C'est la cour du tsar et on va retrouver ici, en haut, donc l'icône. Donc là, on rentre et on a justement en haut de la porte Spasskaya, donc l'icône du Christ. Et là, à ce moment où je vous parle, eh ben, on rentre dans la cour du tsar. Et ici, c'était vraiment un endroit assez populaire. Donc cette construction qu'on voit derrière moi, c'est une construction qui date du XVIIe siècle, qui a été restaurée encore récemment. Mais voilà, l'architecture est de cette époque. Et donc là, on rentre vraiment dans cette zone où c'était la cour du tsar à l'époque. Donc on a eu pas mal de tsars qui se sont succédés ici et qui ont vécu dans ces endroits. On a eu Vassili III, on a eu Ivan le Terrible, on a eu Alexei Mikhailovitch, si je me rappelle bien. Et donc ici, tous ces territoires, c'était la propriété du tsar. Donc c'était pas n'importe qui pouvait rentrer, pénétrer dans ces lieux. Et donc là, je vous invite à poursuivre un peu cette marche et découvrir un peu la suite qui nous attend. Alors ici, là, on arrive sur, donc c'est sur l'allée centrale donc de cette cour du tsar, et on va tout de suite rejoindre l'église personnelle du tsar, qui est donc l'église de la Mère de Dieu, Kazagne. En France, on dit très souvent Kazan, mais en russe, c'est Kazagne. C'est une ville qui est au bord de la Volga, qui est presque en direction de la Sibérie. Et ça a une image assez importante pour la Russie, puisque Kazagne, encore aujourd'hui, reste une zone très au niveau du peuplement du peuple tatar. Et vous savez que la Russie a été pendant 400 ans conquise par les Tatars, et il y a eu de longues batailles qui ont été faites, et c'est pour ça qu'en fait
La mère de Dieu de Kazagne, ce qu'on appelle Notre-Dame de Kazagne très souvent, est vraiment un symbole iconique très populaire en Russie. Mag-picture ka ng group at kang kasama si Dan. Sayang ang... Nasaan ka si Dan? Hoy. Donc c'est vraiment un monument assez particulier puisqu'en fait il s'agit, comme je vous disais, de la chapelle personnelle, en fait l'église personnelle du tsar Alexei Mikhailovitch. Donc comme on peut voir derrière, donc c'est un bâtiment qui date du XVIIe siècle, qui est en cours de restauration à l'heure d'aujourd'hui. Donc on a un petit peu voilà, des éléments qu'on peut voir derrière, mais c'est vraiment quelque chose de très important pour la Russie. Et à l'intérieur donc de cette église, on va retrouver beaucoup d'éléments, justement des pierres qui viennent de Kazagne, et aussi une croix, selon les historiens. Ils ont retrouvé donc une croix qui est au centre de cette église, et sous la croix, il y a un message qui est écrit, qui est inscrit. Il s'agit en fait d'une construction pour les 100 ans de la prise de Kazagne, puisque ça a été un moment historique dans l'histoire de la Russie, lorsque les Russes sont arrivés à battre les Tatars et donc remporter une victoire franche sur la ville de Kazagne. Alors là en ce moment on est en train de se diriger donc vers une des principales entrées des monuments donc de Kolomenskoye. Donc c'est exactement un petit peu le même style, mais là on est sur l'entrée un des palais des colonels, et ensuite c'est cette entrée qui nous donne donc accès à une des églises principales. Et moi je pense que rien ne vaut mieux qu'une belle image que des mots, donc regardez plutôt ça. Alors on a derrière moi ici, c'est le palais des colonels, donc c'est la garde rapprochée du tsar qui s'occupe justement de la sécurité du lieu. Et moi ce que je vous propose c'est de découvrir l'intérieur. Allez, on y va. Alors nous voici ici vraiment ce qu'on appelle tous en Russie Kolomenskoye. Donc en fait il s'agit vraiment de la place centrale donc de ce parc. On va retrouver donc les principales églises donc de ce parc. Alors on a derrière moi une des églises qui est assez populaire ici, puisque c'est celle qui a fait, on va dire, la renommée de Kolomenskoye. Il s'agit donc de l'église de l'Ascension qu'on voit juste derrière moi ici. C'est une église qui a été créée de mémoire, c'était au XVIe siècle, puisqu'elle a été faite par Vassili III, qui était donc le tsar de Russie, et il a fait cette église pas pour n'importe qui. Il a fait cette église en l'honneur de la naissance de son fils Ivan le Terrible, que l'on connaît tous. Donc c'est vraiment au niveau style architectural, c'est un niveau au-dessus dans l'architecture russe. C'était quelque chose qui n'existait pas. Donc il y a vraiment plein d'histoires à ce sujet sur les personnes qui ont participé justement à l'élaboration de ce grand projet. Et en fait, une des personnes, il s'agirait donc d'un architecte italien, et d'avoir une église qui est complètement faite en pierre, c'est assez unique pour la Russie, et surtout qu'on ne voit pas donc de coupole ou de choses de ce genre. Ce type d'église, eh ben, ça a impulsé en fait quelque chose de nouveau en Europe de l'Est, et beaucoup d'églises ont suivi derrière ce style. On peut en retrouver certaines donc en Ukraine ou en Biélorussie qui peuvent être similaires, mais c'est en quelque sorte un petit peu le Versailles
de la Russie en quelque sorte, dans le sens où le palais de Versailles a été un peu un modèle pour d'autres palais en Russie. Et ça, cette église, eh ben, elle a été un modèle pour d'autres églises, un petit peu dans l'Europe de l'Est. Donc ce que je proposais, c'est qu'on regarde un petit peu en détail cette église et surtout faire très attention, on va dire plutôt du côté donc, de l'architecture. Et vous allez voir un petit peu, il y a certains endroits, il y a peut-être des détails qu'on appelle des kokochniks. Kokochnik, c'était, on va dire, un peu les chapeaux que portaient les personnes en tenue traditionnelle à l'époque de la Russie tsariste. Et justement, eh ben, on les retrouve sur les façades donc, de cette église. Voilà, donc on voit bien vraiment un petit peu donc au niveau du toit, un petit peu les petites vagues qui remontent comme ça, c'est ce qu'on appelle kokochnik. Donc ce sont en fait des chapeaux traditionnels que portaient justement les femmes russes à l'époque du tsar. Ils sont utilisés ici en termes d'ornement. Et en fait le style de cette église, effectivement, c'est nouveau au niveau de l'architecture de la Russie. C'est vraiment un mélange entre quelque chose de gothique, ça rappelle quelque chose de byzantin, de romain, donc c'est un petit peu un mélange de tout ça. Et en fait la particularité, c'est comme on dit, c'est qu'une église qui est faite totalement en pierre, et surtout pour cette époque, parce que à cette époque, il faut bien se souvenir, c'est que la Russie, c'était tout en bois en fait. Il n'y avait rien qui était justement dans des constructions aussi massives, surtout pour des églises. Et donc cette église vraiment est vraiment des débuts pour la construction en pierre pour la Russie. Et donc aujourd'hui elle a été mise en restauration, donc je crois de 2003 à 2008. Moi la première fois que je l'ai découverte c'était en 2008. Donc là on sent qu'il y a quand même un besoin peut-être de rafraîchissement, notamment au niveau du toit. On voit que les briques commencent à être de nouveau apparentes. Mais c'est vraiment quelque chose de très typique justement en Russie. Et tout le monde connaît cette église. Et la particularité, c'est que grâce à cette église et à tout l'entourage que l'on a, notamment le palais des colonels que l'on voit ici, donc sur toute cette partie, justement la grande porte, donc tous ces bâtiments, donc palais des colonels, la grande porte, l'église qu'on voit derrière, et ben en fait c'est grâce à ça que le parc Kolomenskoye a pu rentrer dans le patrimoine de l'UNESCO en 94, si je me souviens bien, parce que cette église, la particularité, c'est qu'elle n'a pas été modifiée sur toute l'histoire de la Russie. Il y a eu plein de guerres, il y a eu plein de mouvements, il y a eu plein de changements qui ont été faits. C'est très difficile de retrouver vraiment en Russie, par exemple, des églises ou des palais qui ont gardé l'architecture historique. Voilà. En fait, ça a été très très peu modifié. Les seules choses qui ont été peut-être modifiées un peu avec le temps, c'est le toit, c'est un petit peu certaines inclinaisons qui ont été refaites, certaines reconstructions, mais de manière générale, c'est intact, c'est exactement ce qu'a vu Ivan le Terrible dès sa naissance, en fait, ce que le père de Ivan le Terrible a créé. Et ensuite, on va regarder un petit peu d'autres églises ici qu'on a sur le parc. Alors c'est vraiment, comme je vous ai dit, hein, c'est la destination familiale par excellence. Donc on a pas mal de personnes qui sont là, qui se reposent dans l'herbe. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est une période qui était un peu particulière puisque c'est le jour de la Russie, donc c'est un jour de fête, donc on a pas mal de monde. Mais bon, en général, c'est quelque chose assez fréquent à Moscou, surtout les dimanches. Si on va au parc Kolomenskoye, on est sûr qu'on va jamais être seul ici. On a pas mal de gens qui profitent pour essayer de bronzer malgré le fait qu'aujourd'hui on a des petits nuages qui sont venus nous rejoindre, mais c'est vraiment un endroit assez mythique et beaucoup de moscovites et de gens qui viennent de régions adorent découvrir ce lieu, notamment en famille avec des enfants, et même, franchement c'est même un très bon endroit pour les premiers rendez-vous, comme on peut dire, puisque on a en général la vue sur Moscou, c'est dans un endroit, un cadre un petit peu idyllique, et voilà, c'est la cour du tsar qui était là, donc c'est pas n'importe qui. Donc là je vais vous montrer une autre église.
ici. Vous voyez, donc on est vraiment sur un style déjà qui est plus vraiment commun pour la Russie. Donc si on voit un petit peu, donc on a un petit peu quelques coupoles, on a quelque chose comme ça. Donc il s'agit encore d'une église de Gueorgui le Victorieux. Donc on en avait vu une au tout début en fait du parc. Et donc celle qui était présentée au parc, c'était une église qui venait de Arkhangelsk, qui est une église complètement en bois qui a été transportée. Et bien celle-là, elle a été construite ici. Et donc regardez un petit peu les détails. Voilà, une très vieille église qui pareil date du XVIIe siècle. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment assez incroyable parce que beaucoup de touristes, quand on vient dans ce parc, puisque c'est vraiment un des parcs qui est important à Moscou, surtout du point de vue historique, ben on voit pas mal de petits éléments qui sont religieux et qui n'ont pas forcément des éléments, enfin ce n'est pas vraiment des éléments utile, on va dire, pour la vie quotidienne du tsar, mais là on a quelque chose qui nous reste de cette époque. Alors ça en fait, en quelque sorte, vous voyez, ce qui est derrière moi, donc ce que je viens de vous présenter, en fait il s'agit d'un château d'eau de l'époque. En fait c'était la tour d'eau, et en fait cette tour qui est là, qui est présentée, ben, en fait elle servait à alimenter en eau la cour du tsar. Donc c'était ce bâtiment qui permettait de distribuer de l'eau potable aux personnes qui vivaient, donc aux colonels, aux personnes qui venaient rendre visite au tsar. Donc on vient de voir la tour d'eau, on vient de voir également donc l'église donc de Gueorgui le Bienheureux, et également donc cette magnifique cathédrale de l'Ascension, donc dans ce parc. Et puis là on va se diriger un petit peu sur un endroit que tous les moscovites aiment bien. Donc c'est ce parc. Alors il y a une petite inclinaison en fait donc du parc, c'est pas tout à fait droit, donc on a quelques petits canons qui sont gardés de cette époque en souvenir, pour rappeler qu'il s'agissait vraiment d'une zone qui était un peu militaire, puisque c'était la cour du tsar. Mais ce qu'il y a de plus incroyable avec ce parc, c'est surtout la vue que l'on a sur Moscou. C'est une vue imprenable, et on voit un petit peu donc en contre-plongée donc la ville de Moscou avec la rivière et donc les croisières qui s'y mènent. Regardez plutôt. C'est vraiment un endroit exceptionnel ici. Même si on est par exemple pendant un jour de fête et qu'on a beaucoup de familles qui sont les enfants, ben en fait on peut tranquillement en fait se balader. Il y a vraiment beaucoup de place, et vraiment si un jour vous avez la possibilité à Moscou d'aller découvrir des parcs à Moscou. Alors il y a des parcs qui sont très populaires comme le parc Gorki, Sokolniki ou d'autres, mais celui-là est vraiment très particulier par rapport au rapport qu'on a avec l'histoire, avec ce fait qu'il est lié au tsar beaucoup plus que les autres parcs, puisque comme je vous rappelle, en fait il s'agit vraiment, nous on le voit aujourd'hui comme un parc, mais en fait tout le monde d'ailleurs en Russie le considère comme un parc, mais en fait il s'agit en quelque sorte comme d'un mini village historique. C'est un mini Versailles qui était ça. Alors il y a
quelque chose qui est beaucoup plus similaire à Versailles, qui a été construit des années plus tard, mais ça c'est vraiment quelque chose de assez historique et franchement c'est un très très beau parc et on peut beaucoup en profiter ici, surtout pendant les périodes d'été. Et donc c'est ce qu'on va retrouver aussi, comme je vous ai dit, donc dans ce parc, donc c'est beaucoup donc des canons, des objets qui rappellent un petit peu ce moment-là. Donc ce qu'on va voir ici par exemple, on peut en retrouver, je crois qu'il y en a un petit peu plus au-dessus, voire là-bas en face. Donc voilà, de redécouvrir un petit peu quelques petits éléments et cette période tsariste. Donc ça c'est vraiment, on est, comme vous voyez derrière moi, on est au centre du parc. C'est vraiment le centre, c'est quelque chose, c'est le cliché qu'on peut dire, parfait exactement de ce parc. Et franchement découvrir ce parc, je pense le mois de juin, mois de juillet, mois d'août, c'est idéal justement pour découvrir, pour voir. Alors si vous venez ici par exemple en septembre, ça reste un endroit quand même qui reste très agréable parce que c'est un petit peu la période de l'été indien en Russie, donc on a un peu les arbres qui changent de couleur. Là par exemple au mois de juin, c'est un petit peu compliqué pour pas mal de personnes puisque il y a la période un peu ce qu'ils appellent en Russie Tapalenipur, c'est lorsqu'on a un petit peu le duvet des arbres, donc c'est du pollen de peupliers qui tombe un peu partout, donc toutes les personnes qui sont allergiques, effectivement c'est un peu compliqué de venir ici, mais ça reste un très bon endroit. Alors on poursuit cette petite promenade donc dans le parc de Kolomenskoye au sud de Moscou, comme je vous ai dit, et là il y a, comme je vous ai raconté déjà, il y a pas mal d'églises, il y a pas mal de constructions tsaristes, et là on va en retrouver une qui est assez particulière, puisqu'il s'agit également d'une maison d'un tsar, mais pas n'importe lequel, il s'agit de Pierre Ier. Et donc cette maison, alors c'est pas vraiment une maison qui a été faite pour qu'il puisse vivre, mais elle a une histoire assez intéressante, mais d'abord je vais vous la montrer. Раньше за десятку можно было выплатить, а сейчас что, такие цены 20 стоят? С нами? Да. Иди вперед. Alors comme vous pouvez la voir, en fait cette maison est vraiment très particulière parce que en fait elle est pas du tout dans le type de construction qu'on retrouve dans le reste du parc de Kolomenskoye. On est ici sur une construction qui est plutôt en bois pour tout. Alors le centre, il y a quelques éléments qui sont en pierre, comme les cheminées, un petit peu toute la partie centrale, mais toute la maison est en bois et en fait ça vient rappeler un petit peu l'église qu'on avait vue au tout début du parc de Georgi Torio, qui vient d'une église qui était originaire de Arkhangelsk. Et cette maison vient également de la région d'Arkhangelsk. Elle a été construite donc sur l'île, si je me rappelle bien, c'est l'île Saint-Marc. Et en fait, c'est une maison qui a été construite pour le tsar, pour qu'il puisse y vivre. Et en fait, il y a vécu seulement 2 mois, puisque c'est une maison qui a été faite pour qu'il puisse superviser la construction de navires de guerre et donc la création de la forteresse de Arkhangelsk. Et ensuite, cette maison a été pareil, démolie en fait en petits morceaux et elle a été ramenée ici à Kolomenskoye et restaurée comme on peut le voir aujourd'hui, et elle est possible d'être visitée. Et là nous arrivons à la fin donc de notre petit circuit dans le parc Kolomenskoye pour rejoindre la résidence d'été du tsar. C'est une résidence qui est assez formidable. Bon, c'est vrai que c'est la version un petit peu moderne puisqu'elle a été reconstruite, parce que ce bâtiment a quand même une sacrée histoire et je vais vous la raconter un petit peu, mais avant tout ça, vous allez regarder ça un petit peu en détail, ce chef-d'œuvre. C'est vraiment assez incroyable. En plus, toute la structure est faite en bois.
Лучше домой все пойдем. Alors l'histoire de cette résidence est assez formidable puisque cette résidence a été construite au XVIIe siècle. C'est une résidence qui a été faite tout d'abord pour le tsar Ivan le Terrible. Et la particularité de cette résidence, c'est comme vous voyez, c'est que on a une structure qui est juste au-dessus de moi, qui est en béton et en briques. Et le reste de la résidence est complètement faite en bois. Et c'est vraiment un travail, mais un détail vraiment incroyable au niveau de la précision. Si on peut voir d'ailleurs, là, sur un des toits, on voit au niveau des petites feuilles qui sont faites en bois pour justement décorer un peu le toit. Et c'est vraiment un travail assez incroyable au niveau du détail. Et c'est quelque chose qui représente assez bien ce qu'était la Russie ancienne. Donc c'était la résidence du tsar, donc c'est pas n'importe qui ici qui était invité, hein. Donc il y avait le tsar avec tous ses domestiques et d'autres invités qui pouvaient s'y rendre. Et la grande particularité, donc, c'est qu'ici c'est Ivan Grozny qui a vécu dans cette résidence. On a eu juste après Alexei Mikhailovitch qui a beaucoup apprécié cet endroit. Alors la dimension qui est actuelle, ce n'est pas celle d'origine puisque Ivan Grozny en avait fait une plus petite et Alexei Mikhailovitch, qui appréciait beaucoup le lieu et cette résidence, a décidé de l'agrandir, de la faire beaucoup plus grande. Et ensuite, les tsars se sont rapprochés de Moscou et au fur et à mesure, ils ont un petit peu oublié cette résidence. Et cette résidence, malgré cette beauté, cette splendeur, a été un petit peu tombée dans l'oubli. En fait, personne n'a pu y habiter pendant plusieurs années et en fait il a fallu attendre que ce soit Yekaterine II qui est arrivée et qui a décidé de remettre un petit coup de rafraîchissement à cette résidence et lui redonner un petit peu un petit coup de jeunesse. Et en fait ça n'a pas duré bien longtemps cette époque de jeunesse pour cette résidence puisque Napoléon est arrivé. Et Napoléon, quand il est arrivé avec ses troupes, il n'a pas laissé la résidence du tsar intacte. Elle a été complètement rasée. Et ensuite, c'est Alexandre Ier qui a décidé de reconstruire cette résidence, de la refaire exactement à l'identique de ce qu'elle était. Donc, lui, il l'a utilisé un petit peu. Puis après, vous connaissez l'histoire. L'Union soviétique est arrivée, les bolcheviks sont arrivés et cette résidence a été utilisée sous l'ère soviétique, donc pendant plus de 70 ans, la résidence a été utilisée essentiellement pour des recherches archéologiques. Alors ce n'est pas sur le territoire de la résidence qu'il y avait des recherches archéologiques, mais si vous voulez, c'était en quelque sorte comme un centre qui était dédié à l'archéologie et aux recherches archéologiques sur la Russie et l'Union soviétique. Donc autant vous dire qu'on est quand même très très loin de la résidence royale, etc. Donc il faut se dire, c'est que là, dans ce cadre formidable, il y avait des fonctionnaires qui travaillaient, tout simplement. Donc des fonctionnaires de l'Union soviétique qui étaient là pour, en quelque sorte, classer des documents, faire des recherches archéologiques. Donc c'est assez incroyable d'imaginer qu'un lieu aussi prestigieux, un lieu aussi beau, un lieu vraiment aussi incroyable, puisse simplement servir de bureau en fait d'État pour faire des classements archéologiques. Vous voyez, regardez derrière moi. Voilà, je pense que c'est vrai que le matin d'aller au bureau, c'est pas trop mal quand ça ressemble à ça. Mais est-ce que c'est vraiment logique? Je sais pas. En tout cas, c'est un petit peu l'histoire de ce lieu. Et il a fallu attendre le début des années 2000,
donc la fin de l'URSS dans les débuts des années 90 et donc les années 2000 pour que on puisse redonner un petit peu à cette résidence sa valeur historique et au final en faire un lieu touristique. Donc aujourd'hui en fait on peut la visiter intégralement cette résidence, donc beaucoup d'éléments d'époque ont disparu, notamment à cause de l'Union soviétique, mais voilà, on a essayé de garder quand même le cadre qui était d'origine. Il n'y a pas eu de modifications profondes qui ont été faites et ce qui est vraiment très remarquable, c'est qu'aujourd'hui c'est vraiment une destination assez populaire dans ce parc et on a beaucoup de familles qui viennent découvrir cette résidence et c'est vraiment un symbole pour beaucoup de Russes cette résidence et on voit énormément de familles ici, beaucoup d'enfants. On a pas mal, donc on a un petit café qui est juste à côté, il y a pas mal de gens qui sont en terrasse, on a autour des pelouses. C'est vraiment un endroit assez idéal, découvrir cet endroit et puis avoir accès à un petit extrait, un petit bout de culture russe. Et c'est vraiment très très plaisant de voir qu'aujourd'hui il y a cet effort qui est fait en fait pour préserver un petit peu le patrimoine de la Russie et le remettre en valeur comme ils le font ici. Et c'est donc dans cette résidence d'été des Tsars que se termine notre petite vidéo sur le parc Kolomenskoye. En tout cas, j'espère que vous l'avez autant apprécié que moi, parce que même si c'est un parc qui est peut-être pas aussi populaire que d'autres parcs comme le parc Gorky à Moscou, c'est vraiment un parc qui est assez particulier par rapport à son histoire et les monuments qui le composent. Et je trouve que effectivement, cette résidence d'été des Tsars est assez représentative de tous les moments qui ont été en Russie, de toute cette histoire en fait. Et c'est vrai que de voir parfois que ce monument a été abandonné malgré la beauté des lieux, malgré justement le travail qui a été fait, le savoir qu'il a été détruit, qu'il a été réutilisé pour des archives, de faire de l'archéologie, ce qui est parfois peut-être pas très rationnel, mais ce n'est qu'un élément de l'histoire, parce que l'histoire, en fait, on estime très souvent qu'elle est rationnelle, et si l'histoire est rationnelle, c'est dans la mesure où le chaos des passions humaines a pour but de nous faire accéder à la conscience. Nous faire accéder à la conscience que nous sommes l'histoire, la conscience que nous sommes l'esprit, et que l'absolu nous tend la main. Je vous remercie de votre attention. Spasiba za vaše vнимание.